Hello hello, aujourd'hui je vais donc parler du patch 11.08 qui est le dernier patch qui est sorti aujourd'hui. J'ai besoin d'en parler et pourquoi c'est potentiellement le pire patch qu'on ait jamais eu et que ça peut poser probablement des soucis par rapport à l'évolution du jeu dans le futur. Je vais expliquer pourquoi j'en parle, je vais expliquer pourquoi c'est un mauvais patch et quels seront les impacts du patch potentiel et comment ça pourrait être mieux ou pire. Je vais tout vous expliquer. Alors juste avant d'en parler, c'est quelque chose qui va être un peu technique et qui va être un peu statistique. Donc si vous voulez chercher un guide simple qui explique ce qui va changer, c'est sûrement pas la vidéo pour vous. Je vais surtout vous expliquer la méta, comment le jeu fonctionne et qu'est-ce que le patch touche par rapport à cette méta. Donc en prémisse, je vais d'abord dire pourquoi je fais cette vidéo et expliquer pourquoi c'est pas du doom posting. C'est vraiment de l'explication et pas moi qui va me plaindre pendant le temps que la vidéo va durer. Ensuite, je vais expliquer quelle est la volonté du patch qui a été voulu par Riot, pourquoi ils ont fait ce patch finalement, et en quoi l'exécution de cette volonté a été vraiment mal faite. Et en quel point les objectifs ne sont pas atteints et ils ont littéralement manqué leur marque. Et finalement, donc, les impacts potentiellement négatifs sur le jeu, qu'est-ce que ça va changer à la fois en ranked et en pro play, du moins ce sera mon avis de ce que ça va faire, et j'ai déjà quelques répercussions comme quoi c'est pas trop incorrect avec les quelques games qui ont été joués aujourd'hui à la fois en NA et en IMIA. Alors en premier, donc, je suis pas ici pour me plaindre, il y a beaucoup de vidéos qui sont disponibles qui sont plus ou moins négatives par rapport à ce patch, qui donnent leurs avis différents. Et je me suis pas mal documenté sur ce qui se passe. Donc là, vous voyez déjà, c'était à peu près 50 minutes de documentation. C'est pas la seule vidéo que j'ai regardée. J'ai pas mal d'avis de la communauté différents, qui a plusieurs positions différentes, à plusieurs niveaux, que ce soit des joueurs, non professionnels, professionnels, tier 2, tier 1, des coachs, des content créateurs, plein de niveaux. C'est pour ça que j'ai pas mal d'avis différents, j'ai fait mes propres conclusions et je vais vous les présenter. C'est majoritairement un but de documentation, que si vous n'avez pas suffisamment de temps pour comprendre comment ça marche et c'est quoi les impacts, et que si vous pensez avoir potentiellement une idée ou une mauvaise idée de ce qui se passe, je vais vous l'expliquer. Mais ça va être aussi dû au fait qu'il y a beaucoup de personnes qui ont fatalement mal compris comment le patch fonctionne. C'est un créateur de contenu qui est assez populaire, et j'aimerais bien que ce genre de créateur de contenu ne passe pas totalement à côté du but et de l'impact de ce patch. Là, on peut voir Rage qui parle d'un round qui a été joué en début 2023 avec Arbor et Viper, deux persos qui ont été absolument pas touchés. Voilà, on manque un peu de représentation et il y a forcément aussi des personnes qui pensent que le jeu va changer et je vais expliquer pourquoi ça change pas tant que ça et parfois sur des points que ça change mais pas forcément dans le bon sens. Et finalement, je voulais présenter notamment un ancien joueur pro qui a une take totalement insensée et voilà. Je vais vous expliquer pourquoi, mais voilà. Ça aura beau avoir des joueurs professionnels, ils peuvent toujours se tromper sur des idées, c'est normal. Parfois, ce ne seront pas forcément les gens qui vont le plus suivre la méta, notamment quand c'est les ex-joueurs pro qui ne jouent pas nécessairement à Valorant principalement. Donc il faut toujours, même si c'est des joueurs professionnels, réfléchir à s'ils disent des choses pertinentes ou pas. Alors d'abord, pourquoi Riot pense que les flash, les stuns, les detain, les molly, ce sont des problèmes. Ce sera principalement dû à notre beau vieux Tero, qui en début d'année a totalement dominé la scène compétitive. 56% de pick rate en étant un nouveau perso, c'est absolument un problème. Le genre de perso que les gens doivent apprendre à jouer et que du coup, ça va forcément monter au fur et à mesure que les personnes apprennent à jouer le perso. Et pour son premier Masters, avoir 56% de pick rate, c'est pas normal. Il a également monté Breach, qui était autrement un perso très peu joué, à 45% de pick rate, tellement le combo était puissant. Ça pose un gros souci, et ça introduisait un style de jeu qui était absolument pas populaire, qui était beaucoup d'exec extrêmement fortes, de post-plant extrêmement fortes, d'anti-jeu, beaucoup de capacités qui dominent le round, très simplement. Et c'est pour ça que l'utilitaire est vu comme un problème. Il y a beaucoup de gens qui se faisaient stun, molly, en boucle,
il y a des rounds qui étaient perdus parce que le spike, tu pouvais rien faire contre, et du coup il y avait moins de gameplay parfois qui importait sur le jeu. C'est pour ça que Riot s'est dit, tiens, l'utilitaire c'est mauvais. Et toute la communauté s'est dit, tiens, l'utilitaire c'est mauvais. L'utilitaire est également vu comme un problème à cause de l'évolution de la méta du jeu. D'abord, il y a des persos qui étaient autrefois pas méta, comme Yoru, qui sont devenus extrêmement méta actuellement. Auparavant, on avait des persos comme Jet et Raze, notamment Jet, qui a pas beaucoup d'utilitaire pour faire chez quelqu'un. Comparé à Yoru avec ses 2 flashs, c'est absolument pas pareil, c'est-à-dire qu'on rajoute beaucoup plus de flashs qui étaient autrement pas présentes dans le jeu. Également, comme on peut moins se battre sur les sites en eux-mêmes, vu que les capacités sont mieux forts et les joueurs sont meilleurs pour reprendre des sites et faire des attaques coordonnées, évidemment, je vais pas se prendre de plus loin, c'est plus intéressant, parce que le site qui va être frappé avec l'utilitaire, on sera juste battu. On va pouvoir utiliser notre propre utilitaire pour pouvoir jouer le spike et jouer la passe-pente, et c'est pour ça qu'on a entendu beaucoup plus de guerres d'utilitaires qu'auparavant. Également, c'est une trend qui a notamment été déjà en place avec les précédents plages de Riot, notamment avec Sky, qui avait donc un timer de ses flashs sur 30 ou 40 secondes, je me souviens plus exactement. Mais c'est une trend assez récurrente. Si on regarde la sortie d'état du jeu au début de Valorant, il y avait beaucoup plus d'utilitaires. Il y avait Jet qui avait 3 smokes qui étaient beaucoup plus longues, t'avais Raze qui avait 2 nades, t'avais Viper qui avait 2 molly. Il y avait beaucoup plus d'utilitaires en jeu, et au fur et à mesure qu'on avance dans la méta du jeu, on enlève beaucoup plus de possibilités et d'utilitaires, parce qu'on devient juste trop fort avec, on utilise beaucoup mieux, et chaque utilitaire a beaucoup plus d'impact. Et alors pourquoi c'est vu comme un problème ? C'est à cause des ultimates. Les ultimates, ce sont des capacités qui ont parfois énormément d'impact sur d'énormes zones, avec les plus grands suspects à ce problème qui est Brimstone et Arbor, qui ont des ultimates de zone AOE qui peuvent prendre la moitié d'un site, avec Arbor la totalité du site parfois. Et c'est le genre d'ultimates que quand on les utilise, on a vraiment l'impression d'être subjugué par trop de capacités, il y a trop de choses qui se passent et on peut pas y faire grand chose. On se fait énormément attaquer de tous les côtés et on peut pas y faire grand chose. C'est une idée de pourquoi on pense que les utilitaires c'est vu comme un problème, surtout quand on les met les uns sur les autres. Ça a été notamment l'exemple durant le fameux clip de Kaedrel. Vous pouvez voir du coup les 2 gros problèmes, Brimult, Arbor ult, il y avait aussi 2 Raze ult si je me trompe pas. Mais forcément des rounds on utilise plein d'ultimates en même temps, ça va être un gros bordel. Et quand ça devient un des clips les plus populaires du jeu, ça va donner une mauvaise idée de à quoi ressemble le style de jeu actuel. On va penser, tiens, c'est un jeu qui ressemble en permanence à ça ressemble plus à un MOBA qu'autre chose, c'est pas vraiment FPS, il y a des couleurs dans tous les sens, tu sais pas ce qui se passe, mais c'est vraiment des cas extrêmement extrêmes, et c'est des trucs extrêmement populaires, et du coup, ça joue sur l'aspect de la communauté. Mais également, des joueurs professionnels, ou des streamers selon votre perception, extrêmement connus, qui commencent à se plaindre du jeu, et qui pensent que c'est à cause des capacités, quand il y a trop de flash, il se passe trop de choses, et ils commencent à se plaindre sur Twitter, forcément, quand tu vois ton joueur professionnel se plaindre des capacités, tu vas dire, tiens, les capacités, c'est un problème, le joueur professionnel a forcément raison, c'est l'un des meilleurs joueurs du monde, il a 2 trophées, il a forcément raison. Et donc ça impacte encore plus l'opinion des utilisateurs, des joueurs de Valorant, qui va forcément impacter l'opinion de Riot, qui va entendre « Oh, les capacités, c'est trop fort » en permanence. Et donc c'est pour ça qu'on va le penser. Et du coup, la solution, si on a trop d'utilitaires, on va rajouter plus de cooldown. Si on a trop de flash, on va nerf les flashs, elles vont flash pendant moins longtemps. Si on a trop de stun, on va nerf les stuns, ils vont stun pendant moins longtemps. On a trop d'ult, on va rajouter des points d'ult et on va rendre les zones impactées par les ultimates plus petites. C'est vraiment l'idée qu'a approché Riot, qui semble totalement logique. Et qu'est-ce que ça va introduire ? Ça va introduire plus de duels purs avec du gunfight à la mano, plus de réflexion sur utile, parce que vu qu'on a moins d'utilitaires, on devra mieux l'utiliser, moins de bordel, moins d'ult, plus d'utile pour jouer post-plant, moins d'utile, pour jouer post-plant, parce que si on l'utilise pour l'exec, elle ne reviendra pas pour la post-plant, cette capacité, et du coup on aura potentiellement des rounds plus courts, parce que ce sera moins joué sur la post-plant, on aura plus se battre pour le site, vu qu'il y a aussi moins d'utilitaires pour jouer la retake, et donc nécessairement c'est
censé égaler un meilleur jeu. Mais non. C'est une très mauvaise exécution de ce nerf et de ce patch pour de multiples raisons. Pour commencer, on va faire une méta-check. On va voir c'est quoi les compositions les plus fortes actuellement avant le patch qui vient de sortir aujourd'hui, qui était présent donc au Champions 2025, et pourquoi c'est pas forcément la réalité que Riot se représente. La réalité que Riot se représente est au moment sûrement auquel ils ont commencé à travailler sur ce patch, c'est durant la méta de Terro, où Terro avait 56% de pick rate, initiateur totalement broken, beaucoup de capacité, mais depuis il a été nerf. Il a été nerf il y a 5 mois. Et si on commence à faire des patchs sur la méta d'il y a 5 mois, est-ce que ça a vraiment un sens de le faire sur la méta actuelle ? Sur la méta actuelle, on voit que tous les styles de composition sont jouables. On peut jouer double dueliste, double initiateur, double contrôleur, double sentinelle. Je vais vous le prouver. Double dueliste, il y a DRX qui a fait 3ème au Champions en jouant uniquement double dueliste, en jouant principalement le combo Yoru-Wele et une fois le combo Yoru-Raze. Ils l'ont joué partout et ont fait 3ème au Champions. C'est que c'est absolument viable. Alors forcément, ça veut pas dire que tous les duelistes sont joués. Phoenix a 0% de pick rate notamment, mais que des duelistes sont totalement viables et on peut même les doubler. Les doubles initiateurs, même si on s'en plaint, sont toujours viables. Il y a notamment Energy avec Itan qui ont forcé KO sur Korod, alors que double initiateur, c'est pas forcément vu comme nécessairement la compo méta. Il y a beaucoup de gens qui aiment bien faire du double contrôleur avec un initiateur et une sentinelle. Il y a peu de teams qui ont fait du double initiateur. Energy qui ont gagné les champs ont choisi de le faire parce qu'ils avaient de très bons initiateurs. Donc ça prouve que si on a un initiateur qui est extrêmement performant, on peut battre toutes les teams du jeu. Ils étaient notamment la meilleure team sur Korod et de très 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 loin. Double contrôleur, là même pas besoin de présenter une team, faut juste présenter Viper. Viper a 43% de pick rate, c'est le 4ème perso le plus joué. Et sur la map pool actuelle, il n'y a aucune map où Viper est joué sans double contrôleur. Elle est tout le temps en double contrôleur, c'est-à-dire que 43% de pick rate, c'est 43% de double contrôleur au minimum. C'est totalement une composition viable. Finalement, pour double sentinelle, il y a notamment une compo qui est devenue extrêmement populaire sur sur Ascent, où il y a 3 teams extrêmement redoutables, qui est PaperX, 4ème au Champions, 1ère à Pacific, Fnatic, 2ème au Champions, et G2, qui est 1ère en Amérique, qui ont tous utilisé double sentinelle sur Ascent. PaperX et Fnatic ont utilisé Sage Vase, et G2 a utilisé Chamber Vase. Donc, double sentinelle possible. J'ai pas eu exactement toutes les possibilités sur toutes les maps, mais ça prouve que des teams extrêmement redoutables et extrêmement fortes parviennent à faire fonctionner ce style de composition. C'est-à-dire que tous les styles sont viables et c'est extrêmement intéressant. Maintenant, évidemment, c'est pas une méta parfaite. On voit notamment que Omen a 80% de pick rate, c'est énorme. Sova 53, Yoru 53, c'est également énorme. C'est-à-dire qu'il domine un peu la composition sur certaines maps. Yoru sur toutes les maps, Sova 100% de pick rate sur certaines maps. Omen, c'est Omen. Et du coup, on va voir si sur ces persos, finalement, est-ce que c'est une bonne idée de faire les nerfs qu'ils ont fait. Et également, Viper, comme j'ai dit, 43% de double contrôleur, c'est énorme. Pour Omen, le nerf est actuellement très 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 bon. Ils ont compris que la paranoïa, finalement, c'était l'utilitaire qui était broken sur ce perso, et l'on nerf de manière actuellement très intéressante. La vitesse du projectile va plus vite, ça veut dire qu'elle va flash plus rapidement l'ennemi, donc ça veut dire que les trappes sont meilleures, mais si l'ennemi se fait taper plus rapidement par la flash, il sera également en dehors de la flash plus rapidement. Combiné avec les nerfs du Nearsight, c'est actuellement très intelligent comme nerf qu'ils ont réalisé. Également, il y a le nerf avec les smokes, qui est existant. Je pense pas que c'est un mauvais nerf, et je pense que c'est totalement viable pour un smoker comme Omen. Ça veut dire que si on nerf Omen, on peut réintroduire potentiellement d'autres smokers dans la méta. Et notamment l'autre smoker qui est souvent comparé à Omen comme son grand remplacement, c'est Astra.
Astra qui a été nerf, 3 fois plus. Si tu nerfs le perso qui est le perso principal joué de la méta, qui domine la méta depuis extrêmement longtemps, pour tenter de réintroduire un compétiteur, tu nerfes pas le compétiteur encore plus. Parce que si le compétiteur est extrêmement nerf, il n'a pas envie de le jouer comparé au main. Qu'est-ce qu'il a reçu? Son soc nerf, il reviendra moins longtemps, il fragilise moins longtemps, son stun moins longtemps des deux côtés, son stun est moins long, elle l'aura moins souvent, et ses smokes reviennent moins souvent également. Du coup, est-ce que t'as vraiment envie de passer de Omen qui garde une flash qui est pas possible à dodge, que les pros deviennent de meilleurs et meilleurs à dodge les flashs, et ça c'est une flash que tu peux pas dodge comparé à Astra. Je suis pas sûr que t'as vraiment envie quand tu vois ces chiffres-là. Brimstone est uniquement joué sur Binds et Fracture, et je pense que tant que c'est pas ces maps-là, les pros pourront pas intéressés à le jouer. À voir. Mais généralement, les pros sont un peu têtus, et je ne vois pas Brimstone être introduit dans énormément de maps. Et Arbor, c'est actuellement le pire perso du jeu, et il faut attendre son rework. Donc tant que le rework n'est pas obtenu, Arbor ne sera pas joué, il est beaucoup trop mauvais. Ou alors ce sera du double contrôleur avec Omen, et du coup nerf Omen pour que Omen reste, voilà. Sova aussi a été nerf. C'est quelqu'un qui a 53% de pick rate, donc il est très bien. Et du coup le nerf est totalement compréhensible étant donné que c'est un pilier de la méta. C'est extrêmement fort. L'autre compétiteur de Sova, c'est Fade. Et donc ça veut dire que nerf Sova, c'est peut-être dans l'optique de remonter Fade. Parce que actuellement les flashs, comme beaucoup de pros peuvent juste dodge les flashs, avoir de la recon c'est super important en tant qu'initiateur, donc peut-être c'est pour introduire Fade dans la méta. Le problème c'est que Fade, elle est déjà dans la méta. Ça veut dire que le nerf, finalement, en termes de méta, il va pas être très changeant. Et si on veut continuer de jouer Recon, on a toujours que 2 options. Et du coup, on va continuer à jouer ces 2 options. Ensuite, Yoru. Yoru, on voit qu'il y a beaucoup de lignes sur ses nerfs. C'est un perso, donc, comme on a vu, qui a également plus de 50% de pick rate, extrêmement fort. Il a un peu été le thème entier de cette année. Est-ce que les nerfs peuvent le mettre au même statut que les autres duelistes? La réponse est malheureusement non. Les changements, notamment sur le flash de son clone, ça n'a pas vraiment d'importance. On n'a jamais compté sur le flash du clone pour gagner. Sur sa flash, il a perdu 0,25 secondes de flash. Je pense pas que c'est ça qui va le faire absolument disparaître de la méta. Et finalement, ce qui le rend le plus fort, c'est sa capacité de se passer d'un côté à de l'autre de la map en un clin d'œil. Et ses TP ont absolument pas été touchés, mis à part les PV de sa TP. Est-ce que c'est vraiment ça qui va tuer Yoru? Le fait que tu pouvais pas tuer la TP en une balle de moins de 60 PV? Je pense que c'est pas vraiment ça qui va tuer Yoru. Alors effectivement, le nerf sur son ult est assez important. Le fait de ne pas pouvoir utiliser sa TP pendant son ult, mais l'ult de Yoru n'a jamais été utilisé pour pouvoir flash dans son ult. Au final, qu'est-ce que ça fait? Ça enlève de l'agressivité de Yoru, donc c'est-à-dire que ça enlève son caractère en tant que dueliste pour que son ult finalement, ça soit finalement un drone incassable. Ça veut dire qu'on transforme de Yoru dueliste agressif à Yoru initiateur recon? Est-ce que c'est vraiment ça l'objectif du nerf? Je sais pas. Mais du coup, ouais, Yoru va rester broken. On va continuer à avoir du Yoru tant que sa capacité à flash et de jouer un pseudo-initiateur en tant que dueliste et de pouvoir se TP partout sur map 2 fois, il va rester fort et du coup il va rester dans la méta. Viper, elle a été touchée très peu, finalement. On a légèrement baissé ses dégâts sur ses smokes.
Est-ce qu'on a déjà joué Viper pour ses dégâts sur ses smokes? C'est toujours intéressant, mais c'est pas son intérêt principal finalement. Son intérêt principal, c'est de pouvoir monter et descendre ses smokes à volonté. C'est ça qui est extrêmement fort en tant que pro, c'est pouvoir contrôler les informations de la map de manière très flexible. Et au final, elle peut toujours faire ça. Même si on smoke les smokers de base, comme Omen et Astra, ça veut dire qu'on a moins d'uptime sur les smokes. Et si on a moins d'uptime sur les smokes, peut-être qu'on veut combler ça en ayant plus de smokes. Donc finalement, nerf Omen et pas beaucoup nerf Viper va juste consolider la Viper méta. C'est pas forcément une bonne idée. Finalement, les personnes qui ont été le plus nerf, ça a été mon gros poteau Breach. Breach, pour information, en 13 Elo en Ranked, à 0,6% de pick rates et 45% de win rate. Je sais pas pourquoi mes titres sont décalés. C'est extrêmement bas. C'est le perso qui a le moins de win rate de toute la Ranked. Et coïncidentellement, c'est l'un des persos qui a reçu les plus gros nerfs. C'est lui le problème en VCT. Alors, en VCT, Breach à 10% de pick rate a toujours été considéré un peu comme une fraude sur certains détails. Et ça aide pas. Ça veut dire que moins d'initiateurs, moins de flash, du coup aussi plus de double smoker, des rounds plus longs, plus de contrôle de map sur un perso qui n'a pas été nerf. Et du coup, Breach, finalement, quand on lit toutes ces informations, qu'est-ce qu'il a eu comme changement? Des nerfs sur son stun, sur sa flash et son ult. Sa flash a été buff. Sa flash a reçu 0,25 secondes de flash en plus. Grand changement, je pense pas que ça va changer. C'est la flash la plus facile à dodge du jeu. Parce qu'elle bouge pas, tu la vois forcément arriver. Et elle est très longue. Bon, voilà. Et son stun a été légèrement buff sur son temps de déclenchement. Alors son temps de déclenchement, c'est cool parce que si ça apparaît plus vite, ça veut potentiellement dire que tu peux stun plus de personnes, donc on pourrait peut-être légèrement réintroduire Breach dans la méta en partant du principe que nécessairement tu perds une seconde de stun entière. Ce qui est pas forcément vrai, parce que avant la Techo méta, quand Breach était à peu près au même état, au même stade dans la méta, son stun était à une seconde et était toujours pas considéré comme extrêmement bon. C'est-à-dire qu'au final, il a beau se faire buff son temps de déclenchement, son temps de déclenchement est toujours pire que ce qu'il était en début d'année. Et du coup, si on n'a aucun perso de flash extrêmement viable, forcément, perso de flash incroyable, c'est Yoru. Du coup, Yoru, il va rester dans la méta. Voilà. Maintenant, on voit que en VCT, finalement, tous les plus gros problèmes de VCT, forcément, ils vont rester méta. Limite, on élimine leur compétition. Et Viper, elle va être encore plus solide, parce qu'on en aura encore plus besoin. Et du coup, moins de diversité. Qu'est-ce qui se passe en Ranked? En Ranked, comme vous voyez, ce sont les persos que je considère comme les plus joués. Je vais pas dire méta, mais ce sont les persos les plus joués et de loin, j'ai regardé sur les statistiques, c'est eux. Est-ce que c'est vraiment eux les persos avec le plus de flash dérangeantes dans le jeu? Il y a une flash et c'est Reyna Flash et je pense pas que c'est de cette flash dont vous avez peur. Ça veut dire que tous les nerfs finalement, ils vont pas énormément changer la méta Ranked, que finalement tous les persos très prédominants en Ranked, ils ont été très peu touchés et finalement ils vont pas énormément changer. Et surtout, les cooldowns existants c'est 40 secondes. Ça veut dire que vous devez, après avoir utilisé votre Sauvegarde, votre Bridgestone, attendre 40 secondes avant de faire votre exec pour avoir à nouveau votre capacité pour faire l'exec avec. Est-ce que vous avez déjà fait un plan où vous devez attendre 40 secondes après votre premier contact initial avant de refaire votre exec? Personnellement, non, et je suis ascendant, et je pense que si je le fais pas en étant ascendant, je pense pas que c'est en gold que je verrai ça. C'est pas le genre de plan qui va être fait, et je pense que 40 secondes, c'est plus proche
de la longueur entière d'un round moyen en ranked que avant l'exec. Avant, mais du coup, notamment, que Spike soit planté. Je pense qu'il y a plus de rounds qui se terminent en moins de 40 secondes, même avec 5 personnes qui se jettent sur la gueule, au bout de 3 secondes dès qu'ils peuvent. Les impacts en pro-play directement, qu'est-ce que ça va changer et comment les pros vont s'adapter? Forcément, comme je l'ai dit, moins de diversité. Double contrôleur semble vraiment intéressant, peut-être du double dueliste, même certaines personnes qui parlent de triple dueliste, où ça va juste se foutre sur la gueule, plein de capacité. Mais du coup, c'est des triple duelistes qui vont être notamment Néon, Waylay et Yoro, qui ont des flashs, des slows et des stuns. Incroyable, non? Des rounds plus longs, bah forcément. Avant, on attendait 40 secondes pour avoir nos capacités. Maintenant, on va en attendre 60. Donc si on va faire d'abord un round normal, puis une exec, on va attendre 60 secondes. Et ça enlève certes la possibilité d'attendre 3 cycles, d'attendre du coup 80 secondes pour refaire une exec, et c'est pas la majorité des rounds. Généralement, le call de l'exec va être réalisé à 50 secondes. Donc le call va être réalisé à 50 secondes, et on devra forcément attendre les 60 avant de réexécuter. Les ults finalement, qui ont été les plus gros problèmes sur ces clips, finalement ils existent toujours. Ils sont certes plus petits, mais Arbor ult existe toujours, Brim ult existe toujours, Breach ult existe toujours, Fade ult existe toujours, Waylay ult existe toujours. Ils ont beau être plus petits, ils existent toujours. Et du coup, les pros sont pas cons. Ils vont forcément trouver des setups dans lesquels vous serez dans l'ult. Du coup, l'ult paraîtra toujours aussi puissant. Il y aura peut-être une légère baisse en efficacité de chaque ult, et c'est pas ça qui va énormément changer la surface de la méta. Et finalement, forcément, Yoro va rester méta. Ouais, toujours, forcément. En tant qu'impact subsidiaire, on a notamment du coup moins de recon. Et forcément, si on enlève des recon, des capacités qui permettent de trouver des joueurs qui seraient dans des corners, qui maintiennent des angles un peu fourbes, on enlève toutes ces capacités, des sauvegardes d'art, des fade eye, nécessairement ça va réintroduire d'autres styles de jeu dans la méta. Style de jeu pas forcément apprécié. Ça va réintroduire plus d'opérateurs. Si on maintient un angle et qu'on peut pas te déplacer de cet angle, forcément ça va devenir encore plus fort. Ça va réintroduire des judges, avec notamment le nouveau perso Veto qui est extrêmement fort au judge. Et que du coup, les judges c'est pas forcément fun à jouer contre, et c'est pas forcément ce que les gens veulent jouer, ils veulent des duels purs. Et si tu donnes un moyen à un pro d'arnaquer des combats et des rounds, ils vont en abuser, ils sont pas cons les pros. Et forcément, ça va également réintroduire l'Odin. L'Odin a absolument terrorisé les champions, ces derniers champions, et notamment le MVP, Borox, a utilisé plus d'un round sur 2 l'Odin dans certaines maps. On a absolument terrorisé les équipes en face. Et forcément, si le MVP l'utilise, beaucoup de gens vont l'utiliser, ils vont devenir meilleurs, ils vont comprendre que nécessairement, il y a certaines stratégies, tu peux pas battre l'Odin si t'as pas les utilitaires pour le battre. Et que du coup, beaucoup de gens vont en abuser, et ce sera absolument pas fun. Je pense que Riot, au final, ils n'ont pas touché ces guns dans le patch actuel, mais vont refaire un patch plus loin dans l'off-season où ils vont toucher du coup cette méta. Mais avant que ce patch arrive, l'Odin va être absolument monstrueuse et il faudra y faire attention. Et s'il ne touche pas l'Odin, attendez-vous à ce que le pick rate de l'Odin monte en flèche. C'est un gun extrêmement fort et si tu deviens fort à l'Odin, actuellement, c'est compliqué de jouer contre. En conclusion, qu'est-ce que fait ce patch? Ce patch ne règle pas nos problèmes. Notre méta, nos persos les plus forts, le style de jeu avec l'Odin, sont renforcés, sont consolidés, ils sont juste pas pris en compte, peut-être. Et des styles subsidiaires vont peut-être être nerf. Tout ce qui est Cypher, Vice peut être un peu réduit, donc plus de Viper. Tout ce qui est Recon, Breach, moins fort. Gecko, avec l'arrivée de Veto, en plus de ses nerfs, tu vas pas le revoir arriver sur le terrain. Donc forcément, ça va pas toucher au problème et rajouter des trucs intéressants dans le méta. C'est également une réaction très tardive de Riot. Cette réaction fait totalement sens si tu faisais juste après l'incident de Terro.
C'est absolument pas le cas. Terreau a été nerf il y a 5 mois. Et que depuis que ces 5 mois, on a eu une des meilleures méta possibles. Et c'est à ce moment-là où tu supprimes cette méta. C'est pas forcément extrêmement logique, c'est juste logique il y a 5 mois. Ça va forcément renforcer l'insta-locking. Tous les agents qui n'ont pas été nerfs, c'est les agents qui sont extrêmement dominants dans la méta, et que forcément si tu nerfs les agents avec de l'utilitaire, pourquoi jouer avec des agents avec de l'utilitaire s'ils sont moins forts? Et beaucoup de gens vont juste venir jouer les persos insta-lock, donc vous aurez plus de Clove, vous aurez plus de Jets, vous aurez plus de Reyna, parce que les persos plus intéressants, comme Mioro, si tu peux pas flash en ult, peut-être que les gens vont trouver ça moins fun, et du coup vont pick Reyna à la place parce que c'est plus simple à jouer. Finalement, c'est énormément d'incompréhension. C'est comme si Riot ne comprenait pas l'objectif de ce patch, la méta actuelle du jeu, c'est quoi l'impact de leur patch, exactement ce que veulent les joueurs, parce qu'ils se plaignent des capacités, parce que Tenz s'est plaint, et Tenz s'est plaint parce que Terreau était fort il y a 5 mois. C'est une certaine incompréhension de Riot, et si ça continue comme ça, et on continue à avoir des patchs, on est obligé de se bagarrer pour montrer exactement ce que font les patchs, et attendre que le pick rate de load augmente, que double contrôleur soit méta. Alors je dis pas que ça va être méta, mais c'est fortement possible en l'état actuel des choses, s'ils refont pas un patch derrière. Et que du coup, Riot ne semble pas comprendre ce qu'ils font. Et je pense que c'est juste un problème de temps et de réaction, et que c'est un jeu dont la méta évolue très vite. Et que du coup, faudrait que Riot peut-être revoie leur manière de faire, peut-être fasse des changements plus rapides sur certains points de la méta, et peuvent juste potentiellement parfois se dire notre update, c'est finalement pas ce qu'il fallait, et on aura beau avoir travaillé dessus, il faudra peut-être annuler ce qu'on vient de faire. Du coup, au mieux, ça fait pas grand chose. On reste dans une méta plus ou moins similaire parce que les persos méta qu'on appréciait restent plus ou moins fonctionnels. On va changer notre manière de jouer en VCT parce qu'il faudra forcément s'habituer au cooldown de 60 secondes. En ranked, il n'y a pas grand chose qui va changer parce que finalement on n'attend pas 40 secondes, on va forcément pas attendre 60. Du coup les capacités on les utilise de la même manière. Et les persos les plus touchés sont pas forcément les persos les plus méta en ranked. Et au pire, on vient de perdre une méta excellente avec énormément de compos viables. Et que du coup c'est juste dommage de partir d'un truc aussi intéressant où chaque équipe peut faire leur propre compo signature à une méta peut-être plus renforcée d'un côté ou de l'autre selon les pros, ce qu'ils vont trouver en 9 season, pardon. Et ce qu'ils vont trouver, ils pensaient que c'est fort, et ça se trouve on va retomber dans un cycle où un certain agent, Viper, va rester plus fort que les autres. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur cette méta, sur ce patch notamment. Si vous avez des recommandations, d'autres choses à faire, peut-être que je vais plus parler de la méta, parler de trucs moins compliqués, plus parler des VCT. Je regarde énormément de VCT, donc je peux vous donner beaucoup d'insights dessus, vous présenter les équipes notamment, des trucs moins compliqués. Si vous avez d'autres formats que je peux faire, pourquoi pas. C'est une vidéo que j'ai voulu sortir très rapidement, donc forcément j'ai pas pu énormément la monter, c'était pas l'objectif, c'était principalement pour amener des idées, des informations, littéralement un documentaire, et peut-être revenir sur cette vidéo dans 3-4 mois, se dire soit on s'est rendu compte que c'était nul dès que le patch est sorti, et du coup Riot a vraiment foiré, ou finalement ça introduit quelque chose de pas mal, et du coup je me dirais j'étais sacrément con et j'aurais dû faire confiance à mes développeurs préférés. Merci d'avoir regardé, rejoignez le Discord si vous souhaitez du coaching gratuit, et bye.